Bonjour à tous et bienvenue. On attaque aujourd'hui le 5e chapitre de notre parcours en physiologie humaine et on va s'intéresser à l'un de nos sens les plus fondamentaux, le goût. S'est-on déjà demandé comment, concrètement, une molécule de sucre ou de sel se transforme en une sensation bien réelle? Et puis, quel est ce lien un peu étrange entre un piment très fort et une sensation de brûlure? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases, les 5 saveurs fondamentales. Puis, on ira voir de plus près ce qui se passe dans notre langue, donc l'anatomie. Ensuite, on verra comment une simple molécule devient un signal nerveux. On suivra ce signal jusqu'au cerveau. Et pour finir, on résoudra cette fameuse énigme du piquant. Allez, c'est parti. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le goût, ou la gustation, pour utiliser le terme scientifique, c'est tout simplement notre capacité à percevoir des saveurs. Et tout ça, ça passe par 5 qualités vraiment élémentaires. C'est un peu comme un système de décodage chimique pour tout ce qu'on mange. Et cette question, elle est absolument centrale. Parce que oui, le goût, c'est une source de plaisir, évidemment, mais avant tout ça, c'est un mécanisme de survie. Un vrai de vrai. C'est lui notre guide interne, celui qui nous dit ça, c'est bon pour toi, il y a de l'énergie, et attention, ça, c'est peut-être un poison. Ok, alors ces 5 saveurs, ce sont vraiment les piliers de notre perception gustative. On a d'abord le salé, essentiel pour notre équilibre en électrolytes, puis l'acide, qui nous signale souvent des aliments qui ne sont plus très frais, le sucré, bon, ça c'est facile, c'est le signal universel de l'énergie rapide. On a aussi l'umami, ce goût un peu savoureux qu'on trouve dans les viandes, les fromages, qui indique la présence de protéines, et enfin, l'amer. Ah, l'amer, c'est notre système d'alarme, c'est notre détecteur de toxines intégré, et il est hypersensible. Regardez bien ce tableau, il est très parlant. Il nous montre les seuils de perception et on voit tout de suite que ça varie énormément. Prenons l'amertume, avec la quinine comme exemple. Le seuil est incroyablement bas, on parle de 8 micromoles. Pour se donner une idée, c'est des milliers de fois plus sensible que pour le salé ou le sucré. Et cette hypersensibilité, ce n'est pas un hasard, c'est une adaptation évolutive absolument vitale, qui nous permet de repérer des poisons potentiels même à des concentrations minuscules, bien avant qu'ils ne puissent nous faire du mal. Ok, donc maintenant qu'on sait quoi on détecte, la question suivante c'est où. Où est-ce que ça se passe exactement? Où sont ces fameux récepteurs? Eh bien, sans surprise, la réponse se trouve principalement sur notre langue. Si on regarde la surface de la langue, on voit qu'elle est loin d'être lisse. Elle est recouverte de petites bosses, ce sont les papilles. Il y en a de différentes formes, comme on le voit ici, les circonvallées, les foliées, les fongiformes, et c'est à l'intérieur de ces papilles que se cachent les véritables unités de détection du goût, les bourgeons du goût. Maintenant, zoomons à l'intérieur d'un de ces bourgeons. C'est une structure assez complexe, un assemblage de 50 à 150 cellules. On a des cellules de soutien, mais celles qui nous intéressent le plus, ce sont les cellules réceptrices. Tout en haut, on voit des microvillosités, des sortes de petits doigts qui vont goûter les molécules dissoutes dans la salive. Et tout en bas, il y a une synapse pour envoyer le message au système nerveux. Et puis il y a les cellules basales, qui sont cruciales, elles renouvellent tout ce petit monde tous les 10 jours environ. C'est pour ça qu'on se remet si vite quand on se brûle la langue. Bon, on arrive maintenant au cœur du mécanisme, au processus le plus fondamental de tous, la transduction. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. C'est la conversion d'un stimulus chimique, disons une molécule de sel, en un langage que nos neurones peuvent comprendre, c'est-à-dire un signal électrique. Pour faire ça, il y a en gros 2 grandes stratégies. La première, on peut la voir comme une autoroute directe. Elle est pour les petites particules chargées, les ions. Pour le salé, c'est l'ion sodium. Pour l'acide, c'est le proton H+. Ils entrent directement dans la cellule, par des canaux, et hop, ça dépolarise. Simple. La deuxième stratégie, elle, est indirecte, beaucoup plus complexe. Elle est utilisée pour les grosses molécules, comme le sucre ou les composés amers. Là, la molécule ne rentre pas, elle se fixe sur un récepteur à l'extérieur, qui va ensuite déclencher toute une série de réactions en chaîne à l'intérieur de la cellule. Regardons ça en images, c'est plus clair. À gauche, le salé. C'est le mécanisme direct. L'ion sodium arrive, il passe par son canal dédié, il entre dans la cellule, et voilà, la cellule est dépolarisée, le message est envoyé. C'est direct, efficace. Maintenant, à droite, l'amer. C'est beaucoup plus sophistiqué. La molécule amère se lie à son récepteur, ça active une protéine G à l'intérieur, qui elle-même active une enzyme. Cette enzyme produit un second messager, ici l'IP3, et c'est ce messager qui va ordonner la libération de calcium. Ce calcium déclenche le signal. Alors pourquoi si compliqué? Tout simplement pour l'amplification. Une seule petite molécule amère peut, grâce à cette cascade, déclencher une réponse cellulaire massive. Et c'est logique, pour une saveur qui signale un danger, on veut une alarme très puissante.
Pour le sucré et l'umami, c'est un peu pareil, c'est aussi un mécanisme indirect, mais là on utilise une autre famille de récepteurs qu'on appelle les T1R. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que tout est une question de combinaison, un peu comme des Lego. Quand les protéines T1R2 et T1R3 s'assemblent, on obtient un récepteur pour le sucré, mais si on change juste une brique et qu'on assemble T1R1 avec T1R3, eh bien là on a un récepteur pour l'umami. Un simple changement de partenaire et la saveur détectée est complètement différente. Ce graphique, c'est une expérience réelle, c'est ça qui est intéressant. Des chercheurs ont pris une cellule gustative et l'ont exposée à une substance très très amère, la cyclohexamide, ou CX. Ce qu'on voit, ce sont des pics. Chaque pic, c'est une libération massive de calcium dans la cellule. C'est le signal qui dit « j'ai détecté quelque chose d'amer ». Mais regardez bien ce qui se passe quand on répète la stimulation. Les pics diminuent. Le premier très haut, le deuxième un peu moins, le troisième encore moins. Ça, c'est le phénomène d'adaptation ou de désensibilisation. C'est comme si la cellule, une fois qu'elle a envoyé l'alerte, se disait « Ok, message reçu, pas la peine de créer aussi fort ». Très bien, donc on a notre signal électrique qui est généré dans le bourgeon du goût. Mais son voyage ne fait que commencer. Maintenant, il faut l'acheminer jusqu'au cerveau. Alors suivons son trajet. Le signal va quitter la langue en empruntant 3 autoroutes nerveuses principales. Ce sont les nerfs crâniens 7, 9 et 10. Pas besoin de retenir les noms par cœur, l'important c'est de comprendre que toutes ces informations vont converger vers un premier centre de tri dans le tronc cérébral qu'on appelle le noyau du tractus solitaire. À partir de ce noyau, l'information continue de monter. Prochain arrêt, le thalamus. On peut voir le thalamus comme le grand aiguillage sensoriel du cerveau, c'est lui qui redirige toutes les infos au bon endroit. Et la destination finale, pour le goût, c'est le cortex gustatif. C'est seulement là, tout au bout du chemin, que le signal brut est enfin interprété et qu'on a la perception consciente de la saveur. C'est là qu'on se dit « c'est sucré » ou « Burk, c'est amer ». Bon, maintenant, on va aborder un sujet un peu différent et tordre le cou à une idée reçue. On dit tout le temps le goût piquant d'un piment. Mais est-ce que le piquant, c'est vraiment une saveur? La question est posée. Est-ce que le piquant fait partie du club des 5 saveurs fondamentales qu'on a vues tout à l'heure? Et la réponse est non. Un non catégorique. La sensation de piquant n'a rien à voir avec une saveur. Elle n'est absolument pas détectée par nos bourgeons du goût, mais par un système complètement différent. Le vrai coupable, c'est lui, le système trigéminal. Ce système-là, son travail, ce n'est pas les saveurs, c'est les sensations physiques, le toucher, la température, la douleur, les irritants. C'est lui qui nous fait sentir la fraîcheur de la menthe, le picotement des bulles de soda et la brûlure du piment. Et le mécanisme derrière ça est absolument génial. Dans nos nerfs, on a des canaux qui sont sensibles à la température pour nous dire s'il fait chaud ou froid. Prenons un en particulier, le canal TRPV1. Normalement, il ne s'ouvre que si la température dépasse les 43 degrés. C'est notre alarme « attention, ça brûle ». Sauf que la capsaïcine, la molécule du piment, a la forme parfaite pour venir se coincer dans ce récepteur et le forcer à s'ouvrir même à température ambiante. Du coup, le cerveau reçoit le message « Alerte, le canal TRPV1 est ouvert » et il n'a qu'une seule façon de l'interpréter, ça brûle. En gros, le piment pirate, il trompe littéralement nos récepteurs de la douleur thermique. D'ailleurs, c'est le même principe inversé pour la menthe, dont le menthol active un récepteur au froid. Voilà, on arrive au bout de notre exploration du goût et de son lien étonnant avec la douleur. C'est le moment de résumer les points clés à retenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir? Premièrement, que le goût, c'est d'abord un sens de survie qui repose sur 5 saveurs de base, chacune ayant un rôle physiologique précis. Deuxièmement, que la détection se fait par 2 grands mécanismes, soit direct via des canaux ioniques, soit indirect via des récepteurs complexes qu'on appelle GPCR. Troisièmement, que l'info voyage de la langue jusqu'au cortex en suivant un trajet nerveux bien défini. Et enfin, le point peut-être le plus surprenant, le piquant n'est pas un goût, mais une activation de nos récepteurs de la douleur et de la chaleur. Notre voyage à la découverte des sens ne s'arrête pas là. Après avoir exploré la chimie du goût, le prochain chapitre nous emmènera dans un tout autre univers, celui des ondes mécaniques, avec l'étude de l'audition. D'ici là, pour être sûr d'avoir bien tout compris aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller faire les quiz qui sont en lien avec le conte. C'est vraiment le meilleur moyen de consolider ses connaissances. Merci pour votre attention et à très bientôt.